Chaque année, des milliers d'étudiants reprennent le chemin de l'école. Bien avant la fondation de Montréal-Nord, furent érigées sur le territoire les premières institutions qui allaient permettre aux jeunes de s'épanouir. Montréal-Nord, avant 1915, n'existait pas. Ça fait partie d'un territoire qu'on appelle le Sault-au-Récollet. Mais à partir d'un moment, on va se sentir négligé ou incompris. Nos besoins sont mal répondus. Alors, un des premiers, pour dire, phénomènes d'autonomie locale, c'est l'établissement d'une commission scolaire. La commission scolaire Saint-Charles-du-Bas-du-Sault. L'aboutissement du phénomène de désir d'autonomie, c'est la création de la ville de Montréal-Nord en 1915. Le 5 mars 1915, la municipalité de la paroisse du Sault-au-Récollet obtient son statut de ville et prend officiellement le nom de Montréal-Nord. Joseph Boyer devient alors le premier maire d'une ville de 996 habitants. Les premiers enseignements qui ont eu lieu dans la région, c'est au Fort-Lorette. C'était un lieu de conversion des Autochtones. Et l'enseignement et l'évangélisation, l'un ne va pas sans l'autre. L'enseignement, en fait, c'est de l'évangélisation, quelque part, à cette époque-là. Un des premiers pas qu'on fait dans l'éducation populaire, c'est la création de l'Institut royal. C'est le gouvernement qui va offrir une éducation gratuite aux familles, aux enfants des familles. Mais le clergé va voir cette initiative-là d'un mauvais œil. Alors, le haut clergé va exhorter les petits prêtres de paroisse à ouvrir leurs propres écoles. En 1824, le gouvernement du Bas-Canada adopte la loi des écoles de fabrique qui reconnaît la responsabilité de l'Église catholique dans l'éducation et établit que les paroisses doivent affecter un quart de leurs revenus à la création d'écoles. Les habitants du Bas-du-Sault se plaignent de la distance que leurs enfants doivent parcourir pour se rendre à l'école. Un cultivateur vend un terrain à la paroisse pour construire une petite école de rang, l'école Saint-Charles du Bas-du-Sault. La maîtresse habitait au 2e étage, puis les élèves travaillaient au 1er. Le lieu était chauffé au bois et un puits était creusé pour fournir de l'eau. Il y avait des paroisses où on fournissait le bois, ou sinon c'était l'institutrice elle-même qui devait aller couper le bois. Un jour, la maîtresse avait plus de bois de chauffage, donc elle a pris les chaises qu'elle avait en surplus et elle les a mis au chauffage. À la fin des classes, le local aussi, la classe servait pour le conseil municipal. Je pense que ça a duré 5 ans. 5 ans environ. Ouais. Avant qu'il y ait l'hôtel de ville. Ouais. Après la construction d'une nouvelle école, le bâtiment ici est devenu une résidence privée. L'intérieur a été assez transformé. Les divisions ne sont pas du tout les mêmes. L'escalier n'est pas au même endroit. Pour l'extérieur, il y avait seulement la façade qui avait une galerie. Sur le côté, ça a été rajouté. Et au début du 20e siècle, il commence à avoir une légère urbanisation. L'amélioration des transports, des routes, et puis le nord de Montréal devient de plus en plus accessible. Le réseau de tramway se prolonge en 1908 lorsque la ligne 40 vient desservir le territoire de Montréal-Nord. La construction du nord du boulevard Pineuf est entamée en 1915 dans ce même élan d'urbanisation. En 1917, M. Aimé Léonard, qui était président de la commission scolaire du Bas-du-Sault, trouvait que l'école, la première école, était remplie, la population était trop grande. Alors, il a décidé de faire 2 autres écoles, une dans l'Est, une dans l'Ouest. M. Germain et Mme Valade, eux, donnent une parcelle de leur terre pour la construction de l'école Germain-Valade au coin de Pineuf et du boulevard Gouin. En 1918, l'école Germain-Valade ouvre ses portes pour accueillir 62 élèves, mais doit fermer temporairement à cause de la grippe espagnole, dont les ravages en vies humaines ont dépassé ceux de la Première Guerre mondiale. Alors, les gens vivaient plus ou moins avec leur métier, leur terre, et survivaient. Et puis après ça, en 29, le crash, là, c'était la grande pauvreté, parce qu'il y a eu beaucoup de chômage. Et puis la ville décide d'instaurer des bons de chômage qu'on appelait le secours direct, aujourd'hui le bien-être social. Un des avantages quand même du territoire agricole, c'est que, par exemple, durant la grande crise économique, les gens qui vivent de la terre vont subir moins les secousses de la crise économique parce qu'ils peuvent être autonomes alimentairement. Et tandis que certains vivent de la terre, d'autres essaient de vivre de leur art. Léon Bolfleur était un professeur de l'école Germain-Valade en 1952. Il enseignait la 3e année. Puis pour finir ses fins de mois au point de vue salaire, il faisait des peintures qu'il vendait à prix réduit.
Et puis finalement, il s'est fait connaître. Maintenant, ses peintures, si vous voulez les retrouver, sont au musée du Louvre. L'annexion de la commission scolaire Saint-Charles-du-Bas-du-Sault à celle de la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal se fait en 1929. L'école Germain-Valade devient alors l'école Saint-Vital, du même nom que la paroisse. Elle cessera complètement ses activités en 1979 et sera démolie pour faire place aux abords du pont Pie-Neuf. On vit construire en 1920 une autre école sur le territoire de la paroisse Saint-Vital qui prendra le nom de Nicolas Viel en 1937. Elle s'adresse principalement aux garçons et se situe au nord de la montée Saint-Michel, à l'angle de ce qui est aujourd'hui la rue Moncelet. Le père Nicolas Viel était un religieux qui avait été désigné pour venir instruire et former les Hurons dans la région nord de l'île de Montréal. C'est en descendant le courant qu'ils ont croisé les rapides et c'est à ce moment-là que l'accident est arrivé et qu'ils se sont noyés dans la rivière des Prairies. L'école fermera ses portes en 1982. Quelques années plus tard, la bâtisse sera transformée pour devenir la coopérative d'habitation Le Rouet. En 1925, la commission scolaire Saint-Charles-du-Bas-du-Sault fait construire l'école Sainte-Gertrude à côté de l'église paroissiale du même nom. Il s'agit de la plus ancienne école primaire encore en opération à Montréal-Nord. C'était uniquement des filles qui faisaient partie de l'école Sainte-Gertrude. Il y a eu une transformation qui s'est faite au cours des années, mais ça s'est fait très progressivement. Les religieuses demeuraient juste à côté de l'école et même on appelait ça à l'époque le couvent parce qu'elles avaient leur cuisine, leur chambre. Là. Les Sœurs de Sainte-Croix annoncent leur départ en 1967 après avoir dirigé l'établissement pendant 42 ans. Les chambres des religieuses ont été converties en petites salles de pratique de piano. Après, je pense qu'on a démoli une partie du couvent où demeuraient les religieuses pour élever un grand gymnase. Puis ce gymnase-là sert pour les étudiants, les étudiantes, mais sert aussi pour la ville, les différentes activités, les loisirs de la ville. Dans les années 50, une augmentation très marquée de l'immigration italienne sur le territoire de Montréal-Nord fait en sorte que la paroisse Saint-Vital ne suffit plus à la demande. Cette dernière est alors divisée pour faire place à la paroisse Saint-Rémy où l'on bâtit une nouvelle école. Saint-Rémy a commencé en 1957 par une école de filles qui était François Giffard sur Fleury et sur Rome, l'école des garçons, Saint-Rémy. En 1964, on décide de construire une plus grande école. Ils appelaient ça l'école Saint-Rémy annexe. Et par la suite, on va démolir Saint-Rémy, la petite école et François Giffard pour en faire l'aréna. Et puis en 70, ils ont commencé de faire des classes mixtes. L'école Saint-Rémy continue à exister, même est rendue très, très grande. On a fait même une rallonge. Un des étudiants qui s'est démarqué à l'école Saint-Rémy, c'est Arturo Gatti. Il a été un boxeur renommé et est devenu champion du monde. Et en 2013, on l'a mis au Temple de la Renommée. Les années 60 marquent la fin de l'ère Duplessis et le début de la Révolution tranquille. Le paysage québécois se transforme, les écoles de rang disparaissent et le rapport parents propose une réforme complète du système scolaire. C'est dans cette même période qu'est créé le ministère de l'Éducation du Québec et que les cégeps font leur apparition pour remplacer les collèges dirigés par des religieux. C'est aussi le début des grands mouvements de syndicalisation dans le domaine de l'enseignement. Laure Gaudreault, c'était une femme extraordinaire, une femme d'avant-garde qui voulait améliorer la condition des enseignants ou des institutrices de l'époque, comme elle disait. Parce que souvent, il y avait des instituteurs, mais les institutrices coûtaient moins cher. Je me souviens de mon premier salaire qui était de 700 $ par année. Et les femmes mariées ne devaient pas enseigner. Elle était la première à regrouper des institutrices et c'est devenu comme les premiers syndicats, les premières associations. J'avais tout. Oui. L'entretien de l'école, le chauffage, le nettoyage, l'entretien ménager, faire nos repas, coucher à l'école. C'est une femme de tête qui
tenait tête même au premier ministre, M. Maurice Duplessis. Elle disait que lorsque lui mettait un point, elle en mettait 2. 161, je pense, elle s'est intéressée aux retraités, aux enseignants retraités. Et c'est là qu'elle a fondé l'Association des enseignantes retraitées et qui a porté le nom plus tard, le nom de l'AREC. Le rapport Parents, qui rend désormais la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans, favorise l'apparition des polyvalentes. L'école secondaire Henri Bourassa voit le jour en 1967, tandis que la Grande École Saint-Rémy desservira les élèves de 4e à 9e année jusqu'à l'ouverture de la polyvalente Calixa-la-Vallée en 1969. Pour répondre aux besoins grandissants des familles, une nouvelle école élémentaire est construite dans la paroisse Saint-Vital, l'école René Guénette, nommée ainsi en mémoire de ce grand pédagogue. Un an auparavant, Yves Ryan venait d'être élu maire de la ville de Montréal-Nord. Il conservera ce poste jusqu'aux fusions municipales de 2002. 3 ans après son ouverture, l'école René Guénette est perturbée par un événement marquant, l'arrestation de Monica Lamitraille. Alors, Monica Lamitraille était recherchée pour avoir fait un débraquage de banque le 19 septembre 1967. Elle a pénétré dans la caisse Saint-Vital. Alors, 2 voitures de police les ont pris en charge immédiatement. L'école est située la rue voisine de la caisse. C'était assez mouvementé, là, cet avant-midi-là. L'école René Guénette se retrouve encore une fois ébranlée lorsque James Cross, diplomate anglais enlevé lors de la crise d'octobre, est localisé à quelques rues de là. Mais un matin de décembre 1970, j'étais à l'école avec les enfants, on a entendu tout à coup des hélicoptères nombreux de l'armée qui survolaient les rues avoisinantes de l'école. Là, je me suis dit, c'est pas un vol de banque, là, ça c'est quelque chose de plus grave. On avait instauré la loi des mesures de guerre. L'événement est médiatisé au point tel qu'il faudra quelques semaines pour que les citoyens retrouvent leur tranquillité. Dans les années qui suivent, les femmes se font de plus en plus présentes sur le marché du travail. L'école René Guénette s'adaptera à cette transformation sociale en ouvrant l'un des premiers services de garde en 1981. L'école Adélard-Desrosiers a été construite à la fin des années 60. Alors, il a commencé le début de l'immigration haïtienne dans ce secteur-là de la ville. L'abbé Adélard-Desrosiers, c'est un homme qui a œuvré dans l'enseignement auprès des jeunes durant plusieurs années, dans les années 30, 40 et 50. Il a aussi fondé les colonies de vacances. C'est un homme très engagé socialement. Dès la fin des années 80, l'immigration dans celle des communautés maghrébines augmente de façon significative. C'est tout un chambardement dans la culture, dans la façon de faire, dans notre enseignement, dans notre façon d'accueillir le parent, d'accueillir l'enfant. Il faut s'adapter toujours quand on est dans le domaine de l'enseignement aux nouvelles réalités. Au moment de célébrer son centenaire en 2015, Montréal-Nord regroupe 19 écoles primaires, 6 écoles secondaires et 3 centres pour adultes. Au recensement de 2011, l'arrondissement comptait près de 85 000 habitants d'origines diverses, comprenant plusieurs jeunes familles. La devise de Montréal-Nord est que la force de son territoire est faite de la valeur de ses citoyens. Ainsi, à travers l'éducation de nos enfants, survit l'héritage de nos ancêtres pour que nous puissions, tous ensemble, transmettre ce legs aux prochaines générations. Permettez-moi donc de saluer tous ces religieux, ces religieuses, ces enseignants et enseignantes qui ont forgé depuis plus de 100 ans l'histoire de Montréal-Nord. Je me souviens que beaucoup de mes compagnes avaient plusieurs heures à marcher, puis il n'y avait pas de transport scolaire comme maintenant. Là. Je traversais les champs parce que l'école était située sur l'autre rang. Mais durant l'hiver, mon père devait atteler le cheval et venir nous reconduire à l'école parce que les routes étaient à peine dégagées. Je portais la petite robe noire avec le petit collet en plastique blanc, puis le petit poignet. Les mamans aimaient bien ça parce que c'était lavable, c'était facile à entretenir. Oui, ils nous punissaient certains. Moi, j'ai passé mon temps devant notre rang des écoles à la récréation. Et puis, si c'était pas ça, c'était des coups de baguette, là. Oh, on s'amusait avec peu de choses. On voit plus ça aujourd'hui, les enfants qui jouent aux billes. On avait beaucoup de devoirs à la maison. Le titulaire de classe enseignait toutes les matières. Il y avait l'histoire sainte, le catéchisme.
le petit catéchisme, avec ses 900 quelques numéros qu'on apprenait par cœur, surtout si on était dans une école de religieuse. L'histoire du Canada, la géographie, le français, les mathématiques. On prenait la bienséance. Comment manger à la table, comment dire bonjour à une personne, comment être poli, comment aider quelqu'un à traverser la rue.